Salut à tous et bienvenue dans Multisport 24, un numéro qui mettra un accent tout particulier sur la journée olympique, laquelle s'est tenue le week-end dernier à la Baie des Rois à Libreville. Et pour en parler avec moi dans cette première partie, je reçois José Walter Foula, le secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. José Walter Foula, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Multisport 24. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous et d'édifier. Même si le visage est différent. Même si le village. Exact. Voilà, José Walter Foula, je vais d'abord vous inviter à regarder ce reportage qui revient justement sur la célébration des valeurs olympiques et on se retrouve juste derrière. Le 23 juin 1894, lorsque les participants du Congrès international d'athlétisme réunis par Pierre de Coubertin votaient à l'unanimité la rénovation des Jeux olympiques, ils étaient loin de se douter que près de 2 siècles plus tard, leur acte allait être les prémices d'un mouvement qui allait prendre de l'ampleur. En commémoration de cette date historique, depuis le 23 juin 1948, tous les comités nationaux olympiques célèbrent cet anniversaire à travers la journée olympique. Un événement qui repose depuis 1987 et la création de la commission sport pour tous du CIO sur 3 piliers: bouger, apprendre, découvrir. On a vraiment près de 600 gamins dans l'ensemble des disciplines judo, taekwondo, athlétisme, roller, pétanque. C'est pour nous vraiment un gros motif de satisfaction et un moyen d'espérer pour l'avenir. C'est aussi pour nous l'occasion de lancer le compte à rebours vers les Jeux Olympiques. Vous savez que nous sommes quasiment à 1 an des Jeux Olympiques de Paris et c'est l'occasion d'expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais c'est quoi l'olympisme, c'est quoi cette formidable fête que nous allons vivre dans pratiquement 1 an à Paris, et c'est bien que le train soit lancé dès aujourd'hui. Le Gabon, à l'instar de tous les pays, a célébré en grande pompe cet événement à la Baie des Rois de Libreville, la capitale gabonaise. Une journée qui a permis à des centaines de personnes de ne faire plus qu'une avec les valeurs olympiques fondamentales: l'excellence, l'amitié et le respect. De nombreuses disciplines olympiques étaient bien représentées durant cette journée olympique, en tête desquelles le taekwondo, qui a permis au Gabon de s'asseoir à sa place dans le mouvement olympique. La journée olympique était organisée avec le comité olympique. Nous avons convié le directeur technique de la Ligue à organiser, n'est-ce pas, des activités sur des thèmes bien précis que vous avez vu tout à l'heure avec les enfants. C'est pour nous une manière d'accompagner nos champions qui vont pour Paris 2024 participer également à cette belle ambiance. Nous avons reçu une tranche d'âge allant de 5 ans et plus. Vous avez des petites filles, des petits garçons et certains adolescents qui sont venus étoffer l'effectif du judo dans le cadre de cette journée olympique. Les disciplines olympiques ont certes été valablement représentées, mais le Comité national olympique a ratissé large en invitant des disciplines moins connues ou pas. La pétanque est là, c'est l'un des meilleurs sports que je demande aux gens de pratiquer, et on a vu beaucoup d'engouement au niveau de la pétanque. On a vu des femmes qui sont venues se faire initier, des hommes, tout le monde voulait jouer à la pétanque. Aujourd'hui, la pétanque participe à l'éclosion intellectuelle, non seulement des enfants, mais des grands du côté sanitaire. Ça fait plaisir parce qu'il y a quelques années, on ne voyait pas le roller de cette façon. On n'avait pas cette possibilité-là de faire partie des ateliers de Jeux olympiques ou de journées olympiques. Donc ça fait plaisir de pouvoir représenter cette discipline au Gabon aussi, avec les enfants, les adultes, les adolescents. Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'organisation de cette journée olympique est aussi le fruit de la mutualisation des efforts entre le Comité national olympique du Gabon et l'ambassade de France dans le pays. Paris 2024, 1 an, Paris sera la capitale du sport mondial et c'est l'occasion pour nous de relancer toute une diplomatie sportive en nous appuyant sur les partenaires clés qui portent les mêmes valeurs que nous, et bien sûr le Comité national olympique gabonais est l'acteur central pour préparer les athlètes gabonais à participer à cette grande compétition qui sera une grande fête du sport. L'ambassade de France soutient le Comité national olympique dans l'organisation de cette journée et puis plus largement sur des séries d'activités que nous allons conduire ensemble et qui nous guideront jusqu'à Paris 2024. Le Comité national olympique du Gabon et l'ambassade de France au Gabon sont désormais tournés vers un seul but: la préparation des athlètes gabonais pour les Jeux olympiques de Paris 2024.
Retour sur le plateau de Multisport 24 et nous sommes toujours avec José Walter Foula. Il est lui le secrétaire général du comité national olympique du Gabon. José Walter Foula, nous avons suivi justement cet élément qui est revenu sur cette journée nationale olympique célébrée à la Baie des Rois. Fondamentalement, quel est l'intérêt, n'est-ce pas, d'une journée olympique ? Et fondamentalement, la journée olympique permet de commémorer, comme vous l'avez si bien dit dans votre reportage, la création du mouvement olympique sur le plan mondial, mais en même temps traduire les valeurs véhiculées par le mouvement olympique. Et c'est pourquoi vous arrivez, comme vous l'avez dit, on va sur un triptyque, bouger, apprendre et découvrir. Bouger parce que nous sommes dans le sport, apprendre, mais on apprend de tout, des hommes, des disciplines, des règles, des nouvelles pratiques et la découverte aussi, c'est la découverte de ce nouveau concept insufflé par le CIO, c'est-à-dire qu'à travers les valeurs olympiques, il y a de l'éducation, il y a l'environnement, il y a la santé, mais vraiment faire... Une panoplie. C'est une panoplie. On ne se limite plus à la simple pratique sportive, ça va au-delà de la simple pratique sportive ou physique, mais c'est vraiment transmettre des valeurs éducatives, sociales, amicales. Nous savons qu'il est souvent difficile, même pour les plus âgés, de comprendre ces différentes valeurs olympiques. Alors, à l'endroit des jeunes, comment vous vous sentiez lorsque vous véhiculiez ces valeurs ? Ils étaient en fait tout émus, mais parce qu'on n'apporte rien de nouveau à travers les valeurs olympiques. C'est déjà même l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Il faut respecter les aînés. Il y a le respect. Il faut rechercher l'excellence, il faut rechercher la réussite. Il y a l'excellence à l'intérieur. Il faut respecter, il y a l'amitié. Mais parce qu'en grandissant, c'est des valeurs déjà qui nous sont inculquées. Mais le CIO, le mouvement international olympique, remet une couche sur tout ça, histoire de dire, mais c'est ce qui consolide un peuple, c'est ce qui fera que ce monde soit toujours meilleur si on s'appuie sur ces valeurs olympiques. D'où cette expression, fair play, effectivement, qui revient beaucoup, très souvent, au niveau du comité olympique mondial. Justement, le fair play aujourd'hui, pour parler de cela, est-ce qu'il est encore important? Est-ce qu'il permet encore de parler de Pierre de Coubertin qui parlait de participer, qui était une importance, avec ces mots, l'importance est de participer et pas toujours de gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même encore que cette assertion est encore avérée quand on sait que tout le monde veut remporter une compétition, un championnat et parfois oblitère les règles éthiques olympiques? Mais oui, bien sûr. C'est juste que c'est peut-être dans nos environnements qu'on pense que cette assertion n'est plus d'actualité. Elle est au contraire, elle est même 2 fois plus d'actualité. Quand on dit l'importance de participer, il faut pas, ça ne veut pas dire qu'on minimise le résultat final. Non, on veut participer parce qu'on apporte notre pierre. C'est comme un édifice qu'on construit. Mais si vous êtes absent, votre pierre n'est pas présente. Et si votre pierre n'est pas présente, ça m'étonnerait qu'il y ait l'édifice. Parce que chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Mais cet édifice, c'est un monde meilleur. Et c'est ce que le baron de Pierre de Coubertin voulait dire. C'est-à-dire, au lieu que d'être toujours à la recherche d'une médaille, mais imaginez-vous, on prend par exemple le cas de certains de nos athlètes qui ont participé pour la première fois aux Jeux Olympiques en natation. D'accord. Vous pensez qu'il n'a pas gagné? Vous pensez que vous n'avez pas formé un meilleur il a être? gagné. Ah si. Vous pensez que vous ne l'avez pas éduqué de façon à comprendre que plus la même personne. De l'effort, il va obtenir toujours et qu'il pourra grandir, qu'il pourra contribuer au développement de ce pays? Il a gagné. Ah, ça, c'est très profond ce que vous venez de dire, effectivement. On n'y pense pas très souvent que de vouloir remporter
une médaille, un trophée. Mais effectivement, celui qui a participé pour la première fois à une compétition, quelle qu'elle soit, gagne quelque chose. Bien parce sûr. que ce n'est plus la même personne qui sort de là qu'avant qu'elle n'y entre. Alors, pourquoi avoir choisi la baie des Rois au lieu d'un stade, par exemple, qui serait beaucoup plus vaste et beaucoup plus approprié? Ben, la baie des Rois, nous avons eu le privilège d'assister à une exposition des responsables de la façade maritime du Champ Triomphal, structure qui gère la baie des Rois. Et le projet nous a été bien présenté, mais ça va être un espace qui représente l'avenir, l'avenir de la ville. Ils ont un concept de ville urbaine et écologique. Nous, en tant que Comité national olympique, nous sommes porteurs de ce principe qui allie sport et environnement. Et nous avons voulu, conformément au partenariat qui est en train de se mettre en place avec cette baie des Rois, entre le Comité national olympique et la baie des Rois, nous avons voulu revaloriser cet espace, mais qui avait déjà aussi les infrastructures adéquates par rapport à l'organisation. Sportive. Bien sûr, par rapport à l'organisation de cette journée olympique. On n'a pas eu à inventer ou à créer quoi que ce soit. Les plateaux de pétanque existent. Et les terrains de beach volley existent, les terrains de foot existent. C'était le lieu approprié, naturellement. Le roller s'exprime. Au sortir du coronavirus qui a également impacté, n'est-ce pas, les activités du Comité national olympique. Alors, José Walter Foula, pourquoi ne pas avoir convié, n'est-ce pas, toutes les disciplines sportives à cet événement, quand on sait naturellement que toutes les disciplines sportives ne sont pas olympiques? Oui, mais pour la journée olympique, on ne touche pas que les sports olympiques. Parce que le principe, c'est bouger, apprendre et découvrir. Notre rôle aussi, c'est de faire découvrir des disciplines qui ne sont pas encore olympiques, mais qui pourraient rentrer dans le programme des Jeux olympiques. Il faut comprendre que pour le mouvement international olympique, il y a deux catégories de sports. Il y a les sports qui sont inscrits aux Jeux olympiques, donc à la compétition qui a lieu tous les 4 ans. Mais il y a aussi des sports dont les fédérations internationales sont reconnues par le CIO. À l'exemple du wushu, par exemple. À l'exemple du karaté. Vous comprenez? Donc on a une panoplie de sports comme ça. Qui auraient dû être olympiques depuis 2008, ces deux disciplines martiales. Oui, mais vous savez, tout le monde tape à la porte. Qui aurait dû, mais en même temps, il y en a qui rentrent et il y en a qui sortent. Et souvent, ça se joue entre le Comité international olympique et le pays organisateur. La preuve, c'est que le karaté est rentré à Tokyo. Mais pour Paris, il fallait faire rentrer plutôt un autre sport que le karaté. Donc on a dû faire ressortir le karaté pour faire entrer d'autres sports qui sont plus jeunes, breakdance, tout ça et autres et tout, parce que selon leur environnement, selon la France, ils estiment que c'est des sports qui vont plus prendre et peut-être qu'ils veulent plus mettre en avant au niveau de la France que le karaté qui est déjà assez bien implanté, qui leur offre des champions, tout ça. Donc, après, ça se joue à la décision. Mais il y en a qui rentrent et il y en a qui finissent par en sortir. Et cela m'emmène à vous poser cette autre question. Comment est-ce qu'une discipline devient-elle olympique? Mais il faut déjà faire partie des disciplines dont le CIO reconnaît. OK? Je vous prends un exemple. Pour être reconnu... Qu'est-ce qui fait en sorte que... Enfin, comment est-ce que le CIO va reconnaître une discipline? Quels sont les éléments à fournir pour qu'une discipline soit reconnue par le CIO? C'est là où je veux en venir. Pour être reconnu par le CIO, il faut déjà que les textes de la Fédération internationale soient conformes à la charte olympique. D'accord. Et c'est ce que nous appliquons sur le plan national. Ça veut dire que pour qu'une fédération nouvelle qui se crée soit reconnue par le Comité national olympique, il faut déjà que sa fédération internationale soit reconnue par le CIO et que ces textes sur le plan national ne soient pas en contradiction et avec la charte olympique et avec nos textes à nous du Comité national olympique. Sinon,
il est difficile de l'intégrer parce que ça veut dire que vous risquerez d'amener des règles mais qui sont en contradiction avec les principes même du mouvement international olympique. D'accord. Il faut que ce soit conforme, il faut que les textes collent, n'est-ce pas, à l'éthique, à l'esprit olympique. Exact. José Walter Foula, je vais vous proposer de suivre cet élément puisque nous parlons des Jeux olympiques. Nous allons parler de Paris 2024 qui est une saveur particulière pour la France. Nous sommes à 388 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 qui aura lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Depuis 2017, la France, pays hôte du plus grand rassemblement sportif de la planète pour la 3e fois dans l'histoire, s'attelle à promouvoir le triptyque bouger, apprendre, découvrir. En décrochant l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 avait l'ambition de proposer des jeux innovants. D'ailleurs, cette aventure débutera avec une cérémonie d'ouverture qui aura lieu pour la première fois en dehors d'un stade. 600 000 spectateurs pourront y assister. 329 épreuves sont prévues durant 17 jours des Jeux Olympiques 2024, avec la participation de 10 500 athlètes de 206 délégations. Aux 28 disciplines olympiques traditionnelles s'ajouteront 4 disciplines, l'escalade sportive, le skateboard, le surf et le breakdance. 22 sports paralympiques sont prévus dans le cadre des Jeux olympiques 2024, dont 3 ouverts aux athlètes ayant un handicap mental, para-athlétisme, para-natation, para-tennis de table et 3 réservés aux athlètes malvoyants, para-judo, goalball et cécifoot. Ainsi, durant 11 jours, 4400 athlètes paralympiques de 175 pays s'affronteront dans 549 épreuves. En outre, Paris 2024 boostera l'économie française avec pas moins de 150 000 emplois, selon les organisateurs qui ont sélectionné dans le cadre des marchés 1200 très petites et moyennes entreprises. L'objectif est de donner un sérieux coup de fouet à l'activité économique et sociale. Paris 2024 aura également l'ambition d'être des jeux propres afin de participer à la transition énergétique. Une fois les Jeux terminés, 8876 arbres seront plantés sur le site du village olympique et paralympique qui sera ensuite transformé en quartier innovant avec 6 hectares d'espaces verts, dont un parc public et des espaces végétalisés dédiés aux piétons et aux mobilités douces. Un véritable rêve, José Walter Foula, pour l'ensemble des sportifs de la planète Terre. Mais bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est toujours particulier. Et des Jeux Olympiques à Paris, c'est encore 2 fois plus particulier pour nous qui sommes Gabonais. Pourquoi? Mais parce que Paris, c'est Paris. Paris, on est chez nous. Paris... à cause de la relation France-Gabon? Oui, France-Gabon, mais les gens parlent... On a on partage la langue française. Un atout important. Très important. Pour la plupart, nous avons fait nos études à Paris. Oui. Et puis pour parler du domaine du sport, la plupart même des Gabonais vont très souvent se former en France au détriment d'autres pays. Oui, parce qu'il y a cette facilité de la langue, parce qu'il y a ce partenariat entre le Gabon et la France qui fait que la relation est particulière. Que peu importe le format, même pour nous qui sommes au comité olympique, quand on va envoyer quelqu'un en formation, il choisit plus facilement Paris. Donc Paris, c'est particulier, c'est spécifique. José Walter Foula, vous nous avez expliqué comment est-ce qu'une discipline peut faire ou fait pour devenir olympique. Alors combien de disciplines du Gabon seront à Paris 2024 ? Mais dans la prévision du Comité national olympique, on prévoyait partir avec le foot, l'athlétisme, la boxe, le judo, le taekwondo et la natation. Et toutes ces disciplines sont naturellement olympiques? Exact. Et est-ce à dire également, pour rebondir, qu'il n'y a que ces disciplines qui sont olympiques au Gabon? Non, au Gabon, le Comité national olympique est composé de 16 disciplines. Et pourquoi les autres? Dont 14 olympiques et 2 non olympiques, en l'occurrence le wushu et le karaté.
Maintenant, il y a d'autres disciplines qui sont olympiques, qui se pratiquent, mais qui n'ont pas encore reçu la validation ou l'adhésion au sein du Comité national olympique. Je vous prends l'exemple du roller qui se pratique. Je vous prends l'exemple la pétanque qui se pratique. Je vous prends l'exemple le breakdance. Mais le roller, il est olympique. Sur le plan mondial, il est olympique. Mais le roller pratiqué au Gabon ne sera pas aux Jeux olympiques de 2024. Oui, mais c'est ça toute la problématique. Ça veut dire que si la Fédération gabonaise de roller sollicite à adhérer au Comité national olympique, c'est tous ces paramètres que nous regardons. Parce que, en fait, le Comité national olympique, il faut déjà que vous intégrez que le Comité national olympique, son rôle à lui, c'est d'apporter des programmes de développement. D'accord. OK? Si vous adhérez au Comité national olympique et que, votre fédération n'est pas reconnue par le CIO, vous n'aurez pas accès à ces programmes de développement. D'accord. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas du roller, puisque le roller est reconnu au niveau du CIO. Oui, c'est reconnu, mais seulement si vous nous apportez, par exemple, en bourse, des athlètes qui pratiquent un autre roller, mais qui n'est pas en phase avec le roller qui se pratique aux Jeux olympiques, vos athlètes n'auront pas droit aux bourses. OK? Parce que la bourse est décidée en tripartie entre le Comité national olympique, le CIO et votre fédération internationale. Et ce serait bien. Et c'est la fédération internationale qui valide sur les aspects techniques la conformité. Sinon le talent de l'athlète. Ça veut dire que quand Anthony Obam, on pose la demande de bourse d'Anthony Obam, mais c'est la Fédération mondiale de taekwondo qui dit oui, au regard de la performance d'Anthony Obam, il a droit à une bourse. Voilà. Quand nous, on aura dit il est gabonais, qu'il mérite, eux, ils vont regarder les aspects techniques en disant oui, quand on regarde les aspects techniques, il fait partie des meilleurs, alors il a droit à la bourse olympique. Parce que la bourse olympique, en fait, elle est réservée aux meilleurs. Il n'y a pas de bourse olympique pour les Gabonais et une bourse olympique pour d'autres nations. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On prend tous les pays au même niveau et c'est l'orge, sinon le classement mondial, qui fait qu'un athlète soit boursier ou pas. Et pour être clair sur cette question, est-ce à dire qu'il faut avoir une conformité comme celle que l'on retrouve au niveau du taekwondo et du judo, qui sont des disciplines qui n'ont pas d'autres particularités, qui n'ont pas, je veux dire, d'autres éléments en dehors de ce qu'ils font sur le plan olympique, comme vous l'avez souligné avec le roller, qui peut avoir plusieurs ramifications, plusieurs diversités de rollers. Le judo, il n'y a qu'un seul judo, le taekwondo, il n'y a qu'un seul taekwondo. Et d'où le petit problème du karaté, parce que le karaté, il y a le Shotokan, le Wardou, et puis je crois qu'il y a une autre variété de karaté qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de prendre le karaté, par exemple, au niveau olympique, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de karaté. Non, mais après, vous savez, un peu comme la boxe, il y a la boxe anglaise, la boxe... En fonction de la spécificité, une fédération peut décider de développer les différentes pratiques sportives qu'il y a dans ce sport-là. C'est important de comprendre ça. Je crois que vous comprenez ma question. Voilà. Bien sûr. Vous pouvez le faire, mais après, il faut déjà que vos textes, comme je l'ai dit d'abord, soient en phase avec les textes au niveau international et au niveau national. Ça, c'est un. Deux, que la pratique sportive touche au moins les aspects qui vont faire en sorte que nous, en tant que Comité national olympique, on soit capable de vous accompagner. OK? Par le passé, on avait par exemple le kickboxing qui était membre du Comité national olympique. OK? Mais on a fini par les sortir. Pourquoi? Parce que quand on fait le bilan annuel, nous, on s'appuie sur les programmes du CIO, les programmes de la solidarité olympique. Et on finit par se rendre compte que d'année en année, il n'y a aucune plus-value du fait que cette discipline soit membre du CNO. Mais la plus-value, elle est à plusieurs niveaux. Il faut qu'on soit capable de former vos dirigeants. Il faut qu'on soit capable d'apporter la formation à vos encadreurs. Il faut qu'on soit capable d'accompagner sur le plan de la formation des athlètes. Il faut qu'on soit capable... Un certain nombre d'éléments, en fait. Bien sûr, mais qui cadrent avec... D'où un cahier de charges approprié. Qui cadre avec les programmes dont
nous avons la gestion. Naturellement. Si vous êtes en dehors de ces programmes, c'est pas évident. À certains moments, on s'est dit, oui, mais l'intégration de cette discipline, en réalité, nous, en tant que comité olympique, nous n'allons apporter aucune plus-value. Voilà. Vous allez dire, vous êtes membre du comité olympique, mais quand tous les autres bénéficient des programmes, vous ne bénéficiez de rien. José Walter Foula, une journée olympique organisée naturellement par le comité national olympique gabonais, présidé par Crescence Pambo. Alors, vous n'étiez pas seul dans cette organisation, vous aviez des partenaires. Oui, je peux vous assurer que c'est l'occasion aussi de remercier tous ces partenaires, mais qui, sans eux, on n'aurait pas aussi bien organisé cette journée olympique, surtout après ces 2 années de Covid. Ces partenaires sont l'ambassade de France, qui s'est engagée depuis la prise de fonction du président Crescence Pambo à nous accompagner jusqu'à Paris 2024. Ces partenaires sont l'Office national de développement et des sports, qui œuvrent énormément pour le sport et qui, là, ont monté crescendo avec un appui financier important pour l'organisation de cette journée olympique. Et le partenaire aussi, c'est la Baie des Rois, qui a mis à disposition ce cadre qui a été somptueux. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons organiser pas mal d'événements à la Baie des Rois parce que nous pensons que c'est un environnement d'avenir. Donc, un grand merci à tous ces différents partenaires qui, je pense, vont nous accompagner durant tout ce quadriennal. José Walter Foula, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Multisport 24. Et c'est justement sur cette note que nous nous refermons cette première partie de Multisport 24. Je rappelle au passage que José Walter Foula, il est lui secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. On se retrouve juste derrière. Vous êtes toujours dans Multisport 24 et nous ouvrons cette deuxième partie avec Géraldine Robert, la coordinatrice générale du championnat scolaire universitaire. On regarde. Une édition avec ses enseignements, une édition avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais je pense que nous avons tous appris, que ce soit les étudiants, les encadreurs, les arbitres et même la coordination nationale, nous avons beaucoup évolué cette édition par rapport aux autres éditions et on est vraiment content de l'engouement qu'il y a eu cette année. On a eu plus de 44 établissements supérieurs et je pense que c'est un record dans le CSU. Le CSU est en train de faire son petit bout de chemin et on se bat à tous les niveaux pour que ce soit une réussite pour la jeunesse gabonaise. Et je tiens vraiment à remercier son Excellence Ali Bongo, chef de l'État, d'avoir eu confiance en moi, en ma personne et me confier le CSU. L'année dernière, on n'a pas pu trouver des médailles pour les jeunes. Cette année, ils auront des médailles. Et cette année, la grosse innovation, c'est la remise des trophées individuels. Vous savez, dans tous les championnats dans le monde, il y a des meilleurs joueurs, meilleurs marqueurs. Et cette année, grâce à un sponsor, nous avons eu l'occasion d'obtenir des trophées dans tous les sports collectifs et dans tous les sports individuels. Le CSU, c'est avant tout un révélateur de talent. Donc, nous avons détecté les meilleurs joueurs dans toutes les disciplines pour pouvoir après les insérer dans le championnat national, dans des centres de formation pour qu'ils puissent et obtenir des bourses aussi. Parce que vous savez qu'il y a les bourses sportives aussi qui sont mises en place. Et pour l'année prochaine, grandir en tant que championnat et avoir encore un beau championnat comme cette année. Après cette rubrique, l'interview, n'est-ce pas, où nous avons reçu Géraldine Robert, Rodi Eyandoumou, ancien footballeur gabonais, et Rinette Boussougou Mbumba, chargé de projet à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, nous ont rejoint dans cette deuxième partie. Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Alors avec vous, nous allons revenir sur la vie et pourquoi pas sur les mots qui minent la vie d'un footballeur professionnel. Et pour ce faire, nous allons parler du mois de la reconversion. D'abord avec vous, Rinette Boussougou Mbumba, c'est quoi le mois de la reconversion? D'accord, merci monsieur. Le mois de la reconversion est un événement annuel co-organisé par le Fonds gabonais des footballeurs et l'Association nationale des footballeurs pendant le mois de juillet. Donc pour cette année,
Donc pour cette édition, il sera organisé le 7 juillet 2023 à l'Institut français, plus précisément de 14h à 18h. D'accord. Donc de façon pratique, c'est un salon d'échange où on met à disposition un certain nombre d'informations auprès de joueurs grâce aux expériences. Naturellement. Et c'est quoi l'objectif justement de ce mois de la reconversion? L'objectif de ce mois de la reconversion est de sensibiliser les footballeurs quant à la question de la reconversion. Il faut dire que la carrière d'un footballeur ne dure pas assez longtemps, voilà, elle est très courte. Et donc, il faudrait que le footballeur puisse penser à sa reconversion assez tôt pour éviter de se retrouver à une... Oui, éviter de se retrouver, n'est-ce pas, à un moment donné de sa vie, déjà sans emploi, dans la précarité, comme on a coutume de le voir. Et là, justement, on va aller avec Rodi et Yandoumou, qui, lui, a suivi une formation à Lusaka. Je veux que vous nous en parliez, car cette formation, justement, pourra vous permettre, en tant qu'ancien footballeur, de pouvoir rebondir demain et de finir, je le prends comme exemple, comme Paul Kessani, qui aujourd'hui ne vit plus de football, mais vit quand même assez aisément. Bien évidemment, permettez-moi de présenter l'événement. Alors, j'ai eu l'honneur de pouvoir représenter l'Association nationale des footballeurs professionnels, NFPG, et on va dire le Gabon, du 18 mai au 22 mai à Lusaka, dans le cadre du programme de reconversion initié par l'UEFA. Il faut dire que j'étais en compagnie de 19 autres footballeurs membres des associations dans différents pays. Et c'est l'occasion aussi de dire merci à la FIFPro qui, en partenariat avec l'UEFA, nous a permis de justement participer à cette formation. Alors, à cette formation, je voulais dire, on retrouvait uniquement un seul candidat par pays? Non, non, non. Et que c'est vous qui aviez représenté le Gabon? Il faut dire que pour... Comment ça s'est fait, la sélection? La sélection s'est faite d'abord, c'est sur le plan local d'abord. D'accord. Il faut dire que moi, j'ai eu le réflexe, depuis que je suis footballeur, d'adhérer à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Et c'est justement à ce titre que j'ai pu bénéficier, sinon profiter de l'accompagnement de cette association. Bon, maintenant, on imagine que cela s'est fait sous la coupole de la Fédération gabonaise de football. Malheureusement, non. Pas du tout. Malheureusement, non. Qui est le représentant de la FIFA au Gabon, quand même? Oui, mais l'événement est organisé par l'UEFA en partenariat avec la FIFPro. D'accord. Entre-temps, la FIFPro travaille avec ses membres. Les associations... Comme quoi une structure internationale peut venir donner des recommandations au Gabon sans passer par les instances même du pays? Non, ce ne sont pas des recommandations. Ce que nous disons, c'est que l'UEFA organise un événement en partenariat avec la FIFPro. La FIFPro qui est le syndicat international des footballeurs professionnels. Et c'est à ce titre que la division Afrique de FIFPro a contacté ses membres. Ses membres étant les associations, on va dire, locales. Et c'est dans ce cadre que j'ai bénéficié de cet accompagnement. Il a fallu monter un dossier et puis envoyer des éléments. Et ça s'est fait par tri. Donc, il faut souligner que l'association des footballeurs professionnels du Gabon est membre de la FIFPro. De la FIFPro, voilà. Exactement. Et c'est justement à ce titre que nous avons participé à cette formation. Vous êtes une pointure, alors vous étiez combien au Gabon? Le nombre exact, je ne saurais donner le nombre exact. Une dizaine ou plus? Il y a eu des candidatures. D'accord. Mais c'est la vôtre qui a été acceptée, retenue. Exactement. Et comme je disais, il y a eu 19 autres footballeurs en activité et en fin de carrière. Membres de différentes associations, notamment Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Cameroun à côté, la RDC et j'en passe. Nous allons revenir justement, Rodi, sur cette formation. Nous allons également revenir avec vous, Rinette Boussougou, justement sur ce qui va être fait ce 7 juillet 2023 à l'Institut français quant au mois de la reconversion. Moi, je vous propose rapidement comme ça d'aller suivre la stat de la semaine qui revient sur le classement de la FIFA côté Gabon.
La dernière trêve internationale a laissé un goût amer à la sélection nationale du Gabon. Et pour cause, la Fédération internationale de football a mis à jour son classement mondial des nations pour le mois de juin 2023. 82e mondial avant la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon perd 3 places après sa défaite contre la RDC et se retrouve désormais 85e au rang mondial. Un nouveau classement FIFA qui vient entériner la mauvaise entame de l'année 2023 des Panthères du Gabon. Après avoir gagné contre le Soudan à domicile en mars dernier, le Gabon s'est incliné à 2 reprises contre le même Soudan et contre la République démocratique du Congo. Un classement qui a forcément une répercussion sur la hiérarchie africaine. En Afrique, les Panthères du Gabon descendent à la 17e place au détriment du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la RDC. Ce classement a également eu un impact pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. N'étant pas dans le top 9 africain, le Gabon se retrouve dans le chapeau 2, alors que la CAF a adopté un nouveau format de qualification de ce mondial à 48 équipes. 54 équipes seront réparties en 9 groupes de 6 qui s'affronteront en match aller-retour. Les premiers de chaque poule se qualifieront directement pour le mondial. Les 4 meilleurs deuxièmes s'opposeront et le champion disputera les barrages internationaux. Et voilà, vous savez déjà de quoi parle la stat de cette semaine. Je reviens avec Rodi Eya Ndoumo, ancien footballeur gabonais, et Rinette Boussougou Mbumba, elle chargée de projet à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Avec vous, nous parlions tout à l'heure du mois de la reconversion, si vous voulez, de façon générale, la reconversion d'un footballeur professionnel gabonais. Et vous nous parliez de cet événement qui se tiendra le 7 juillet prochain à l'Institut français du Gabon. La question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est comment cela va se faire? Est-ce qu'il y aura des ateliers? Sur quoi est-ce qu'on va pencher réellement? Quels seront, j'ai envie de dire, les différents thèmes de ces ateliers? D'accord. Oui, il y aura des ateliers. Ce sera en forme de salon d'échange, sinon table ronde débat, où les footballeurs auront la possibilité d'écouter les expériences des anciens footballeurs qui ont pu se reconvertir. D'accord. Donc, le thème général, c'est comment préparer ma reconversion professionnelle, disséqué en 2 sous-thèmes. Premier sous-thème, c'est au niveau du double projet. On entend par double projet un footballeur qui, en même temps, en activité sportive et en même temps à une autre activité régalienne. Scolaire. Non, scolaire. Activité sportive et activité scolaire. Donc, il jumelle les deux. D'accord, il joue au foot et puis il repart à l'école. Exactement. Il joue au foot et il fait aussi les études. D'accord. Que ce soit universitaire, scolaire ou professionnel. C'est pourquoi on l'appelait double projet. D'accord. Donc, la conciliation entre le sport et les études. Ensuite, on aura un deuxième thème, un deuxième sous-thème, nouveau départ. Nouveau départ, il s'agit des anciens footballeurs. On s'est dit qu'on ne va pas seulement se pencher sur les footballeurs en activité, on va aussi jeter un regard sur les anciens footballeurs qui, certainement, jusqu'à présent, n'ont pas pu... N'arrivent pas à joindre les deux bouts, à se reconvertir. Voilà, n'ont pas pu se reconvertir. Donc, ce sera comment préparer ma reconversion après ma carrière. Donc, on aura des intervenants assez outillés qui ont pu concilier le sport et les études concernant le double projet et ceux-là qui ont pu mieux se reconvertir après leur carrière concernant le sous-thème nouveau départ. D'accord. Et justement, comment seront animés ces ateliers? Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura d'anciens footballeurs qui vont animer certains. Est-ce que vous n'avez pas pensé aux professionnels tout court du monde actuel, c'est-à-dire des non-footballeurs qui sont des professionnels? Quelqu'un comme moi, par exemple, moi je peux être un expert, n'est-ce pas, peut-être dans le domaine de l'informatique, et puis venir animer un atelier en informatique où je peux demander, informer justement ces anciens footballeurs, je peux leur donner les rudiments pour pouvoir se mettre à l'informatique et puis se mettre à leur compte. Vous n'avez pas pensé à ça? Où cet atelier sera axé, enfin, je veux dire, les animateurs de cet atelier seront exclusivement d'anciens footballeurs? Oui, exclusivement d'anciens footballeurs pour cette édition. Comme je disais au préambule, c'est un événement annuel. Donc pour cette édition, nous avons exclusivement opté pour des anciens footballeurs. Mais les éditions antérieures, il y avait des anciens footballeurs et d'autres intervenants de d'autres corps de métier. Pourquoi cette édition, on a décidé de plus se pencher sur des anciens footballeurs? Parce qu'on s'est dit en interne que qui mieux que l'ancien footballeur peut
parler de façon concrète de la reconversion d'un footballeur. C'est vrai que si... Allez-y. D'accord. C'est vrai que si moi, Rinette Bousougou, je suis dans l'informatique, expert en informatique, je viendrai parler de l'informatique aux footballeurs. Mais en fait, il n'y aura pas ce côté technique d'être dans la peau du footballeur. C'est juste leur apporter un peu l'intérêt peut-être de la chose, les rudiments théoriques, pour que ces derniers arrivent peut-être demain à pouvoir pencher sur cette activité. On va revenir avec vous, Rinette Bousougou Mbumba. Rodi Eya Ndoumou, on revient rapidement sur cette formation à Lusaka. Elle était sanctionnée, je l'imagine, par un diplôme. Bien sûr, elle a été sanctionnée d'un certificat. Des certificats. Décerné par l'Académie de l'UEFA, comme je disais tantôt. Et permettez-moi de revenir là-dessus. Vous êtes là pour ça. Alors, la formation dénommée Career Transition Programme entre exactement dans le cadre du mois de la reconversion parce qu'il s'agit essentiellement de préparer les footballeurs en activité et ceux ayant arrêté leur carrière dans le cadre de leur reconversion professionnelle. Alors, en tant que participant, je peux dire que ça a été un franc succès parce que nous avons bénéficié d'outils exceptionnels et exclusifs qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir mieux aborder notre reconversion professionnelle. Et ces outils, vous pouvez les nommer à l'exemple de? Bon, on a eu différents ateliers, mais je ne vais pas m'attarder sur les ateliers. Donnez-nous un peu l'exemple d'un seul atelier, par exemple. Il y a eu des tests de compétences. Voilà. Il y a eu des tests de compétences, des auto-évaluations. Il y a eu des études de cas, des jeux de rôle qui nous ont permis effectivement de comprendre à peu près les enjeux, sinon de pouvoir déjà mettre à profit dans le cadre de notre reconversion professionnelle les acquis de cette formation. Merci, messieurs. Avant de revenir vers vous, je vais vous proposer comme ça d'aller suivre Multisport Express, qui est également une rubrique de Multisport 24, et elle revient sur certaines activités sportives qui nous ont marqués. Salut à tous, nous ouvrons ce Multisport Express avec le Festival paralympique à Libreville. Le comité paralympique gabonais a réuni les athlètes et autres personnes vivant avec un handicap à l'occasion de son premier festival paralympique. L'incitation à la pratique des sports paralympiques a été l'expression forte de cette initiative du comité paralympique gabonais. Les personnes vivant avec un handicap ont pu découvrir les bienfaits du sport dans leur insertion sociale. Clap de fin avec les CESU 2023 basketball, football, volley entre autres disciplines sportives marquant les compétitions de l'édition 2023 des championnats scolaires et universitaires ont connu leur épilogue samedi à Libreville avec des finales universitaires d'un bon niveau qui témoignent du talent de la jeunesse gabonaise et démontrent par la même occasion l'importance de ces compétitions qui garantissent un lendemain prometteur pour la jeunesse. Sub Management est champion basketball grâce à sa victoire 73-66 contre l'INPTIC. Au football, c'est l'Université africaine de management qui sort vainqueur chez les hommes. Chez les dames, l'Université Omar Bongo est sacrée championne. Côté volleyball, c'est l'Institut technologique d'Ovando qui a eu le sacre face à l'ENSET 3-7-0. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Et pour clore ce Multisport Express, l'équipe gabonaise U20 engagée au tournoi de l'Unifac a créé la sensation en renversant la République démocratique du Congo, pays hôte de l'édition 2023 de cette coupe, 4-3. Une bonne entame de compétition pour l'équipe d'Anis Yala qui prend une bonne option dans la compétition avant sa deuxième rencontre face au Congo le 4 juillet prochain. Avec cette victoire, les Panthères U20 occupent la deuxième place derrière le Congo et devant la RDC 3e et la RCA 4e et dernière au classement. C'est la fin de ce Multisport Express et à la semaine prochaine.
Voilà, de retour sur le plateau de Multisport 24 et je suis toujours avec Rinette Bousougou Mboumba, chargée de projet à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Et à ses côtés, il y a un ancien footballeur gabonais en la personne de Rudy Eya Ndoumou qui a suivi une formation à Lusaka, une formation naturellement sanctionnée par un certificat, lequel certificat pourra certainement lui permettre demain de rentrer pleinement, n'est-ce pas, dans la vie active après le football. C'est un exemple. À partir d'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un exemple à côté justement du président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, Rémi Ibanega, que je connais très bien, qui également a pu se reconvertir. N'est-ce pas? Vous êtes un exemple aujourd'hui. On ne va pas dire exemple, puisque la reconversion professionnelle est un processus. Et donc, ce n'est que la première étape. Il y a différentes étapes, mais je pourrais dire, sans fourcher ma langue, que je suis déjà sur la bonne voie et j'espère que... Modeste avec ça, en plus, c'est bien. Et c'est tout à votre honneur. Alors, Rinette Bousougou, j'imagine que vous n'êtes pas footballeuse. Oui, je ne suis pas footballeuse. Comment avez-vous embrassé justement ce domaine, ce monde d'abord du football et puis cette association? Pourquoi vous imprégnez effectivement de la vie des footballeurs? D'accord. Comme vous l'avez dit, je suis chargée des projets au niveau de l'Association nationale des footballeurs. Donc plus précisément, je gère le Fonds gabonais des footballeurs. Il y a 2 services. Ah bon? Service formation reconversion. Et vous qui avez tout l'argent. Et un autre service dénommé boutique solidaire. D'accord. Voilà. Donc au niveau du service formation reconversion, c'est ce service-là qui s'occupe de la question de la formation des footballeurs et ainsi que leur réinsertion. Et comment ça se passe là-bas? D'accord. Et comment ça se passe? Il n'y a pas beaucoup de filles dans cette association. Désolée de vous décevoir. Il y en a? Parce que oui, il y a beaucoup de filles. Et généralement, sinon, jusqu'à présent, c'est plus les filles qui viennent se faire enregistrer pour les questions de formation professionnelle. Les hommes, on n'a pratiquement pas. Les hommes? Oui, les hommes, pratiquement pas. Mais c'est dû à quoi? Bon, après, sachant que c'est quand même hier, n'est-ce pas, que les filles, au niveau du Gabon, ont embrassé le football. Bon, il peut y avoir 2 raisons. La première, certainement au niveau de la retraite des filles. D'accord. Généralement, les filles, elles prennent la retraite un peu plus tôt que les hommes. Les hommes, on est dans les 35 ans. Et puis, elles démarrent aussi tard? Oui, elles démarrent aussi tard. Donc, lorsqu'elles se retrouvent dans la tranche de 20 à 25, tout de suite, elles sont confrontées à la réalité après carrière. Donc, elles viennent au service formation reconversion pour pouvoir suivre une formation dans le cadre de leur reconversion. Par contre, les hommes, à cette période, ils sont encore plus actifs. Ils sont encore sur le terrain. Voilà. Ils sont solides. Ils sont encore sur le terrain et ça fait qu'ils prennent plus de retard, voilà, je veux le dire comme ça. Ils prennent plus de retard à pouvoir s'enregistrer au service formation reconversion par rapport aux femmes. Et après, j'aimerais ajouter que la reconversion de footballeur est vraiment un mal au milieu sportif parce que après les résultats, sinon à la lumière des résultats des enquêtes qu'on a réalisées depuis 2016, nous avons pu relever un taux très élevé de manque de qualification des footballeurs et même des diplômes, et avec un niveau très bas d'études. Donc la question du footballeur, sinon la question de la reconversion c'est un réel problème. Est vraiment un réel problème. Et ce manque de qualification et même de niveau d'études, fait en sorte que le footballeur a du mal à comprendre son métier de footballeur. Et aussi, il a du mal à interpréter les contrats et qui, par la suite, pour sa question de reconversion, il ne s'en sort pas très vite. Rodi Eya Ndoumou, ancien footballeur, justement, est-ce que ce que dit Rinette ne relèverait pas également d'une préoccupation que devrait prendre à bras le corps, par exemple, la Fédération gabonaise de football, qui a quand même plusieurs catégories, notamment les U20,
qui vient de remporter une belle victoire en RDC. Est-ce qu'il ne faut pas aller voir la chose depuis les petites classes, au niveau des clubs même, c'est-à-dire cadets, minimes, etc. Commencer déjà à donner cette éducation d'une future reconversion aux footballeurs? Eh bien, c'est une très bonne question et ça me permet de pouvoir revenir au niveau de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, dont je suis membre et délégué. Alors, il y a une tournée qui a été initiée cette année, la tournée nationale de sensibilisation auprès des footballeurs. Et justement, en marge de cette tournée, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, comme disait Madame Boussougou, il y a un manque de qualification et un manque de niveau concernant les footballeurs. Et justement, c'est le combat que mène l'association à travers différents courriers, notamment au ministère et à la fédération, pour pouvoir justement interpeller ces instances afin de commencer le combat un peu plus tôt, comme vous disiez, parce que il faut dire que le footballeur, quand il entame sa carrière de footballeur, il rêve à devenir Mbappé, il rêve à devenir Zlatan, et tout de suite, il met de côté les études. Zinedine Zidane, vous l'avez dit. Alors que Mme Boussougou l'a dit, la retraite, elle intervient généralement à 30-35 ans. Alors qu'à 30-35 ans, vous êtes encore tout frais, comme diraient certains, tout frais pour aborder justement le deuxième parcours. C'est dommage que nous n'ayons pas assez de temps parce que c'est très intéressant ce que vous êtes venu nous partager ici. Et là, je retiens 2 points très importants, notamment les filles, les femmes, la gente féminine qui malheureusement termine sa carrière très tôt et qui la démarre très tard aussi, parce qu'il est difficile au niveau du Gabon de voir des filles commencer dans les clubs, par exemple à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, ça se fait un peu dans certains clubs, mais vous allez trouver des clubs où vous allez trouver 1 ou 2 filles, et puis ça ne va pas, elles jouent avec les garçons. Voilà, et c'est très difficile. Vous parliez également, Rodi, justement, de ce périple que vous êtes en train de mener, aller un peu dans les clubs, essayer de sensibiliser. Et j'espère également que vous n'allez pas voir que des cadors, vous n'allez pas voir que des gars peut-être de 2e, 1re division ou 3e division. Il faut aussi aller voir les minimes, cadets, s'il y a des poussins dans les clubs. C'est important d'aller à la base, comme je le disais tantôt. Bien sûr. Monsieur, madame, malheureusement, comme je le disais, on n'a pas assez de temps. Ce serait bien également que vous reveniez ici dans Multisport 24 pour pouvoir nous donner encore plus de biscuits concernant la reconversion des footballeurs. Je m'en vais vous dire au revoir. Je rappelle que Rinette Boussougou Mbumba, vous êtes chargée de projet à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Félicitations. Et puis, Rodi Eya Ndoumou, ancien footballeur gabonais. Vous étiez dans quel club avant la reconversion? Et puis, vous êtes assez jeune. C'était une question que je voulais vous poser, mais je ne la pose pas. Vous étiez dans quel club avant d'arrêter? OMAC, USB, USM, PAOK FC et j'en passe. Voilà pour ses fans, pour les gens qui l'auraient reconnu, Rodi Eya, ancien footballeur gabonais. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Multisport 24. Et c'est sur ces mots que nous refermons ce numéro. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.